Bonjour à tous, je suis Jennifer Filion, agronome de formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution du climat pour la Mauricie. Donc, avant d'aborder le sujet des indicateurs climatiques, je voulais vous informer d'où proviennent les informations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, en fait, elles proviennent d'Ouranos. Qu'est-ce qu'est Ouranos? C'est un consortium en climatologie régionale, donc qui est basé au Québec. Pour faire leurs prévisions climatologiques, ils se basent sur des scénarios climatiques que les climatologues québécois considèrent comme étant le plus crédible jusqu'à présent. Alors pourquoi je spécifie jusqu'à présent? En fait, c'est que la climatologie, c'est une science qui évolue relativement rapidement. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? En fait, c'est des informations à l'échelle de la région, donc de la Mauricie, selon deux scénarios. Le scénario du passé, donc de 1991 à 2020, et le scénario du futur, de 2041 à 2070. Ce scénario-là, d'ailleurs, on l'appelle aussi communément l'horizon 2050. Alors, on serait maintenant rendu à parler du premier indicateur agroclimatique. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais vous expliquer comment va fonctionner la présentation des cartes aujourd'hui. Donc, premièrement, à gauche, vous avez la carte qui représente l'horizon passé. Alors, le scénario historique 91 à 2020. À droite, vous avez plutôt l'horizon 2050, alors le futur. Au milieu, vous avez la légende qui, soit dit en passant, est commune aux deux cartes. Si on rentre un peu plus en détail au niveau des cartes, question de vous situer un petit peu géographiquement, on se rappelle qu'on est dans la région de la Mauricie. Donc, on voit ici Trois-Rivières et Shawinigan. Maintenant, si vous remarquez les petites tuiles qui sont sur les cartes, donc de couleurs différentes, en fait, elles représentent une superficie de 10 km par 10 km. Si on regarde maintenant au niveau de l'encadré que vous allez voir apparaître sur la majorité des diapositives. En fait, il présente les moyennes des données pour le scénario passé, les moyennes des données pour le scénario futur, ainsi que notre delta. Donc, le delta, c'est quoi? C'est la variabilité qui est anticipée. Finalement, entre parenthèses, toujours dans l'encadré, vous avez l'incertitude qui est associée au modèle qu'on présente. Alors, revenons maintenant à notre indicateur climatique qui est en fait la température moyenne annuelle pour la Mauricie. Donc, ce qu'on est en mesure ici d'observer, c'est une augmentation des températures moyennes à l'échelle de la région. Donc, effectivement, si on regarde notre variabilité, pardonnez-moi, on prévoit ainsi une augmentation de 2,3 degrés Celsius, ce qui nous fait passer d'une température d'en moyenne 3,9 à 6,2 degrés Celsius. Passons maintenant à la variation saisonnière. Bon, alors on vient de voir en fait les moyennes de température sur une base annuelle, mais maintenant j'aimerais ça qu'on se penche plutôt sur la variation mensuelle de cette température. Je vais commencer par vous expliquer quand même un peu le graphique qui est présenté ici. Alors d'abord, vous voyez la ligne rouge, elle représente le scénario ou l'horizon 2050. La ligne noire, qui est en dessous ici sur le graphique, représente le scénario passé, donc les températures qui ont été observées. Euh, alors, la première information qu'on peut faire à partir du tableau, c'est que pour la région de la Mauricie, on prévoit une augmentation des températures, peu importe le mois de l'année. Donc, effectivement, la ligne rouge, elle est toujours au-dessus de la ligne noire, indépendamment du mois qu'on considère. Mais la deuxième observation qu'on peut faire, c'est que l'augmentation des températures est parfois plus importante selon le mois de l'année qu'on regarde. Donc oui, la température est toujours plus élevée, mais la variabilité de cette augmentation, elle, va dépendre du mois. La dernière chose que je veux mentionner par rapport à ce graphique, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'encadré. Donc en fait, ça présente la moyenne annuelle de l'augmentation des températures. C'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs notre variabilité euh, que j'ai présentée là, à la diapositive précédente, soit le plus 2,3 degrés Celsius. Si on passe maintenant aux précipitations
total mensuel. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que l'évolution dépend réellement des mois, au contraire de ce qu'on observe pour la température mensuelle. Ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement, si on se concentre d'abord sur les mois de l'hiver et sur les mois du printemps, on voit vraiment là, des augmentations des précipitations totales mensuelles. Là, une spécification ici, les précipitations totales, c'est autant celles sous forme de pluie que de neige. Mais maintenant, si on se concentre sur les mois de l'été et d'automne, on voit que les augmentations sont vraiment moindres. Parfois, il n'y en a pas, puis parfois, elles sont inférieures aussi, là, si on prend par exemple le mois d'août comme référence. Mais euh, la chose qu'il faut retirer ici de ce graphique, c'est que malgré justement ces diminutions ou bien ces stagnations au niveau des précipitations totales mensuelles, on remarque quand même une augmentation au niveau des précipitations totales à l'échelle de l'année. Donc, c'est ce qu'il y a dans l'encadré ici, où on remarque un plus 67 mm de précipitations totales au niveau de l'année. Avant de poursuivre avec nos autres indicateurs agroclimatiques, je voulais quand même faire une parenthèse sur les événements extrêmes. Alors pourquoi je trouve que c'est pertinent d'en parler? En fait, c'est parce que les événements extrêmes, bien, ils peuvent grandement affecter l'agriculture, par exemple en affectant les cultures ou bien les élevages. Donc effectivement, quand il y a ce type d'événement qui va se produire, bien souvent ça vient avec d'importantes conséquences. Mais il faut quand même apporter certaines nuances et faire attention parce que oui, il y a des événements extrêmes qui sont liés au changement climatique, mais il y en a d'autres qui ressortent plutôt de la variabilité naturelle. Donc, c'est quoi la variabilité naturelle? C'est ce qui fait en sorte, par exemple, que d'année en année, le volume des précipitations ou bien les températures vont varier. La deuxième nuance que je vais apporter ici, c'est que les connaissances au niveau des événements extrêmes, elles évoluent rapidement. Alors aujourd'hui, nous, on vous présente ce qui est partagé comme information par Uranus. Alors, je vous disais justement qu'il y avait certaines incertitudes au niveau des événements extrêmes. Mais il y a quand même des événements pour lesquels on est plus certain. Donc, par exemple, on sait qu'il va y avoir une diminution du nombre de vagues de froid extrême et une augmentation des vagues de chaleur. Et ces périodes de chaleur-là, elles vont être plus longues et encore plus chaudes. D'autres événements maintenant pour lesquels, en fait, on est presque certain. Je dis presque certain parce qu'il y a quand même suffisamment d'études pour être en mesure de ressortir des tendances qui sont claires. Alors, à ce niveau, il devrait y avoir plus d'événements et de pluies extrêmes, et ces pluies vont être plus intenses. Il devrait aussi y avoir plus de cellules orageuses localisées. Encore une fois, elles devraient être plus intenses. Maintenant, il y a des événements extrêmes pour lesquels on en sait beaucoup moins. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'études pour faire ressortir des tendances claires. Notamment, si je prends en exemple le verglas. Donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des phénomènes qui est le plus incertain et en plus, il est difficile à simuler. Mais il semblerait tout de même que le climat futur du sud du Québec connaîtra une diminution des épisodes, ou bien en fait plutôt du nombre d'heures totales observées annuellement de verglas. Mais je veux préciser que ça ne veut pas dire pour autant que ceux-ci ou que ces événements-là ne vont plus se reproduire. Mais c'est quand même les tendances que nous sommes présentement en mesure d'établir pour cet événement extrême. Maintenant, au niveau des rafales de vent, donc oui, il y a eu des observations dans les dernières années par rapport à une certaine évolution des rafales. Mais il ne semble pas y avoir pour le moment du moins de tendance claire, ni en fait de lien direct avec les changements climatiques. Maintenant, la dernière chose, c'est au niveau de la grêle. En gros, ça c'est un sujet pour lequel on n'a pas vraiment de données, mais il est à l'étude. Alors, on revient maintenant à nos indicateurs agroclimatiques. Donc, on a vu un peu les tendances sur une base annuelle. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller s'intéresser aux indicateurs agroclimatiques concernant la saison froide, la saison hivernale, et dans un deuxième temps, on va aborder les indicateurs pour la saison de croissance. Alors, commençons d'abord avec l'indicateur pour la température minimale en hiver. Donc, je précise ici, on présente les données pour le mois de janvier. Alors, c'est réellement la température la plus froide de l'année.
la moyenne des températures les plus froides ayant été observées au mois le plus froid de l'année. Expliquons maintenant un peu le graphique pour tenter de comprendre qu'est-ce qu'on présente ici. Donc, sur l'axe des X, vous avez les années. C'est une période d'environ 100 ans, passant de 1970 jusqu'à 2070. Sur l'axe des Y maintenant, c'est l'indicateur agroclimatique qui est concerné. Donc, en ce moment, c'est la température minimale. Ensuite, vous avez la ligne pointillée ici. Donc, elle représente les observations qui ont été faites, réelles, à chaque année. Ensuite, vous voyez les lignes dans le graphique. Donc, la première qui serait la rouge, elle représente le scénario qui est pessimiste en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On l'appelle le scénario RCP 8.5. La ligne bleue, ensuite, que vous voyez juste en dessous, ça représente le scénario qui est optimiste, donc selon lequel on va réduire les émissions de gaz à effet de serre sur une échelle de temps plus courte, ou à plus court terme plutôt, toujours à l'échelle mondiale. Ce scénario, il s'appelle RCP 4.5. Nous, ce qu'on vous présente, c'est en fait la médiane. Donc, c'est un scénario qui est considéré comme étant plausible par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Maintenant, en vert, ce que je vais appeler en fait l'enveloppe, ça représente l'incertitude des modèles. Donc, c'est toutes les valeurs qui pourraient être atteintes ou observées par rapport à l'indicateur à considérer. Alors, au final, pour la Mauricie, qu'est-ce qu'on retire de ce graphique? En fait, on observe une augmentation de la température minimale moyenne. En d'autres termes, c'est un peu dire qu'on va vivre, moins de froid extrême dans le futur. Ici, je vous rappelle que les données qu'on présente représentent une moyenne sur 30 ans. Pour illustrer le fait qu'on va connaître une augmentation de la moyenne des températures minimales, prenons en exemple le mois de janvier. Donc, on voit que pour la Mauricie, dans le passé, la moyenne des températures minimales pour le mois de janvier s'élevait à moins 33,5 degrés Celsius. Pour le scénario futur, elle passera à moins 29,2 degrés Celsius. Donc, c'est une augmentation de 4,3 degrés Celsius qui est à prévoir. Donc, vraiment, des températures moyennes minimales qui sont en augmentation. Passons au nombre de cycles de gel-dégel. Alors, premièrement, c'est quoi un cycle de gel-dégel? En fait, c'est une journée où on va connaître une température maximale qui est positive, donc au-dessus de zéro, et une température minimale en dessous de zéro dans vraiment la même journée. Alors, on va vivre du gel et du dégel à l'intérieur des mêmes 24 heures. Ce qu'on observe au niveau de l'année au complet, donc à l'échelle annuelle ici, c'est une diminution du nombre de jours où il va avoir occurrence d'un cycle gel-dégel. Donc, passant effectivement de 90 à 79 jours pour une diminution de 11 jours à l'échelle annuelle. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est pour l'hiver. On remarque le contraire. Donc, pour le scénario passé, on était à 18 jours en moyenne de journées où il y avait une occurrence de cycle gel-dégel et on passe à 23 jours. Donc, une augmentation de 5 jours. En fait, c'est vraiment une concentration des journées où il y a l'occurrence d'un cycle de gel-dégel. Puis ça, en fait, bien, c'est lié à l'augmentation des températures annuelles. Passons maintenant à l'indicateur qui concerne les précipitations hivernales. Donc ici, je veux spécifier que les précipitations totales auxquelles on fait référence, ce sont celles sous forme de pluie et de neige. Alors ce qu'on observe, c'est une augmentation des précipitations totales. Alors en réalité, pour la Mauricie, on va gagner 23 mm de précipitations hivernales. Sauf que la réelle question qu'on peut se poser, c'est sous quelle forme on va les recevoir, ces précipitations-là. Donc, c'est justement la question à laquelle on va tenter de répondre à l'aide de ce tableau. Alors, premièrement, ici, vous voyez les données pour le scénario du passé, donc de 91 à 2020, et
vers la droite du tableau les données pour le scénario futur, donc l'horizon 2050. Pour chacun des scénarios, on vous présente les précipitations totales sous forme de pluie, les précipitations totales sous forme de neige. Donc ici, vous voyez là où vous remarquez que c'est en millimètres. En fait, c'est parce que c'est des équivalents en eau de la neige. Donc, si la neige fond, ça nous donne combien de millimètres d'eau? Ensuite, on vous présente aussi, par rapport aux précipitations totales, combien vont tomber sous forme de pluie. C'est la même logique à suivre pour l'horizon 2050. Ce sur quoi maintenant je veux attirer votre attention, c'est les totaux intermédiaires, donc la ligne juste ici. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'au niveau du scénario passé, les précipitations sous forme de pluie s'élevaient à 276, mais vont connaître une nette augmentation en passant à 349 mm de pluie au total. Donc, ce que ça nous fait remarquer, c'est qu'au niveau du ratio des précipitations totales, il y en a 49% qui vont tomber sous forme de pluie dans l'horizon passé, mais ça va devenir 57% dans le futur. Donc, de la même façon, ce qu'on observe au niveau de la neige, bien, c'est l'inverse, logiquement. Donc, passant de 256 mm de précipitations qui tombent sous forme de neige à 240. Si maintenant on se concentre sur des mois en particulier, prenons en exemple le mois de décembre, et qu'on regarde le ratio total des précipitations qui vont tomber sous forme de pluie, on peut remarquer qu'on passe de 20 à 33%. Donc c'est clairement une nette augmentation. C'est un petit peu la même chose pour le mois de janvier, où le ratio total des précipitations qui tombent sous forme de pluie double pratiquement. Alors, pour conclure sur ce tableau, on observe une augmentation des précipitations sous forme de pluie à l'hiver et c'est encore une fois lié à l'augmentation des températures. Alors, avec l'augmentation des précipitations sous forme de pluie, vient aussi la réduction de la durée de la période d'enneigement. Bon, au fait, pour votre information, lorsqu'on parle de durée d'enneigement, on fait référence à dès qu'il y a plus de 3 cm de neige au sol. J'aimerais aussi apporter votre attention ici sur le fait que les périodes qui sont présentées pour le scénario du passé sont un petit peu différentes. En fait, c'est simplement parce que les pas de temps pour ces modèles sont différents. Je voulais simplement le préciser. Mais donc, en gros, ce qu'on remarque pour la Mauricie, c'est que la durée de la période d'enneigement va diminuer d'environ 39 jours, passant de 148 jours dans le passé à 109 jours dans le futur. Donc, on perd un peu plus d'un mois là, au niveau de la durée de la période d'enneigement. Si maintenant on se concentre sur l'épaisseur maximale du couvert de neige, alors là, je reviens en fait sur les millimètres. Là. Pourquoi c'est présenté en millimètres? C'est encore une fois parce que c'est les équivalents en eau. Donc, quand on a fait fondre la neige, ça nous a donné combien de millimètres d'eau? Mais l'important à retenir, c'est que 1 millimètre de neige qu'on présente ici, ben, c'est environ l'équivalent de 1 centimètre de neige avant qu'il y ait compaction ou tassement. Mais finalement, au niveau de l'épaisseur maximale du couvert de neige pour la Mauricie, on remarque une diminution d'en moyenne 72 mm, donc passant de 199 à 127. C'est quand même important comme diminution. Alors maintenant, le fait de réduire la durée du couvert de neige ainsi que l'épaisseur maximale du couvert de neige amène en fait évidemment des impacts, notamment sur les plantes. C'est pour ça qu'on va parler ici du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères. Bon, alors concrètement, c'est quoi ce potentiel d'endurcissement? En fait, c'est quand la plante va aller relocaliser ses réserves au niveau de ses racines. C'est ce qui va lui permettre, dans le fond, de passer l'hiver et de résister au froid. Pour que ce processus puisse bien se faire, il faut des journées où la température est fraîche. Pour mesurer ce potentiel d'endurcissement, on va utiliser ce qu'on appelle des degrés froids, ce qui est présenté ici, qui est en fait l'accumulation des degrés jour base 0, donc quand la température est entre 0 et 5 degrés Celsius. Finalement, on va considérer qu'une plante est suffisamment endurcie quand elle a accumulé 100 degrés froids.
Pour la région de la Mauricie, on remarque ici que la variation est peu, donc passant de 86 à 84 degrés froid, donc pas beaucoup de variation. Un autre indicateur qui est pertinent d'aller regarder, c'est la perte d'endurcissement. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est quand les plantes fourragères peuvent perdre leur endurcissement pendant l'hiver. Donc notamment quand il y a des redoux hivernaux. Alors en fait, s'il y a des températures chaudes, bien, ça peut affecter la plante et provoquer une perte d'endurcissement, ce qui peut avoir des conséquences sur la survie de la plante. Cette perte d'endurcissement, cette fois-ci, on la calcule à l'aide de degrés jour, donc c'est ce qu'on vous présente ici. En gros, pour la région de la Mauricie, on constate une faible augmentation, donc passant de 23 degrés jour à 28 degrés jour. Pas nécessairement de gros impacts à prévoir à ce niveau-là. Mais je veux quand même attirer votre attention sur la variabilité ici qui est observée dans les années passées. Donc, selon l'enveloppe verte qui correspond à l'incertitude, cette variabilité, elle devrait se maintenir. Et voilà, donc on aurait passé à travers tous les indicateurs concernant la saison froide, la saison hivernale. Je vais en profiter pour vous faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'il devrait y avoir une augmentation des températures en hiver et donc moins de froid extrême. Ensuite, on a vu qu'il devrait y avoir une modification des régimes de précipitation. Donc, on se rappelle, plus de pluie pour moins de neige. Mais au global, ça fait une augmentation des précipitations totales à l'échelle annuelle. Ces indicateurs-là peuvent avoir des impacts sur les plantes, mais pour la Mauricie, on a vu que au niveau de la perte d'endurcissement ou du potentiel d'endurcissement, ça évolue peu ou même c'est environ pareil. On va maintenant pouvoir passer aux indicateurs pour la saison de croissance. Bon, donc, quoi de mieux justement pour débuter la section de la saison de croissance que de parler de la date du début de cette saison, justement. Bon, alors, premièrement, à titre informatif, on considère que la saison de croissance peut débuter quand on va atteindre 5 jours consécutifs avec une température moyenne de plus de 5,5 degrés Celsius. D'ailleurs, pour déterminer cette date, on se base sur l'échelle des jours juliens. Pour la région de la Mauricie, on va donc passer d'une date de début de saison de croissance d'en moyenne au 24 avril à une en moyenne au 16 avril. Donc, c'est un devancement de 8 jours qui est prévu au niveau de la saison de croissance. Pour le dernier gel printanier, toujours avec comme référence les jours juliens. D'ailleurs, je vais faire la parenthèse tout de suite. Ça va être la même échelle qu'on va utiliser pour les thèmes du premier gel à l'automne et de la date de la fin de la saison de croissance. Mais si on revient maintenant à notre dernier gel printanier, ce qu'on peut voir, c'est que c'est comme pour la date du début de la saison de croissance, la date du dernier gel printanier va être devancée pour la Mauricie. Donc, ça représente 10 jours de devancement, passant maintenant du 7 mai dans l'horizon passé au 27 avril dans le futur. Si maintenant j'aborde le terme du synchronisme entre saison de croissance et gel, ça se peut que certains d'entre vous aient remarqué une différence au niveau de l'évolution de la date du début de la saison de croissance et de celle de l'occurrence du dernier gel printanier. Donc, ce qu'on peut observer, c'est un devancement du date du début de la saison de croissance et aussi un devancement de l'occurrence du dernier gel printanier, donc pour 8 et 10 jours respectivement. En fait, c'est donc possible qu'on observe en moyenne moins de gel tardif au printemps, mais dû à la variabilité, le phénomène pourrait quand même encore être observé certaines années. Si on regarde maintenant ce qui se passe à l'automne, donc, on peut observer les mêmes tendances. Donc, un retardement de la date de l'occurrence du premier gel à l'automne et un retardement de la date de fin de la saison de croissance pour 12 et 9 jours respectivement. Ce que je veux que vous ressortiez comme message ici de ce tableau, c'est que les indicateurs sont en quelque sorte synchronisés dans leur modification. Donc, devancement du début de la saison de croissance et retardement de la fin de la saison de croissance.
Donc ici, avec cet indicateur, je voulais mettre en valeur justement l'allongement de la saison de croissance. Donc pour mettre des chiffres, en fait, pour la région de la Mauricie, on gagnerait un total de 16 jours à la saison de croissance. Puis, comme je mentionnais, ces journées-là vont être assez bien réparties au niveau du printemps et de l'automne. Alors oui, la saison de croissance va allonger. Mais est-ce qu'on va pouvoir vraiment profiter des jours supplémentaires qu'on va gagner? Donc, par exemple, en étant capable d'aller semer plus tôt. L'indicateur que je présente ici, qui est donc les précipitations printanières, bien, ça fait partie des indicateurs pertinents pour essayer de répondre à cette question, justement. Donc, ce qu'on observe sur les 3 mois qui sont présentés ici, donc mars, avril et mai, c'est une augmentation d'en moyenne 24 mm des précipitations printanières. Donc, on passe de 231 mm à 254 mm dans le futur. Mais si on se rappelle maintenant du graphique en début de la présentation sur l'évolution des précipitations totales mensuelles, on avait vu que les précipitations étaient relativement bien réparties entre les 3 mois du printemps. Donc, en fait, il ne devrait pas y avoir de grosses concentrations des précipitations lors des semis, par exemple. Mais je tiens quand même à réitérer l'importance de considérer la variabilité. Donc, avec notre ligne pointillée ici, on voit qu'on a eu des printemps qui ont été très pluvieux versus d'autres qui ont été relativement secs. Donc, si cette variabilité-là se maintient, ben oui, on va parfois, certaines années, pouvoir profiter de notre allongement de la saison de croissance. Donc, continuons avec les unités thermiques maïs, alors les UTM. Donc, en plus de l'allongement de la saison de croissance, on voit sur ces cartes une augmentation, justement, des unités thermiques maïs. Bon, ici, je vais d'abord spécifier que c'est les UTM maximum potentiels qui sont présentés. Donc, en fait, le calcul est réalisé depuis le premier jour où la température moyenne atteint le seuil minimum de 12,8 degrés Celsius sur 5 jours. Donc, c'est une spécification qui est pertinente à apporter ici. Mais tout de même, sur la région au complet, donc de la Mauricie, on voit une augmentation de l'ordre de 634 UTM en moyenne. Au niveau des degrés jours, ce qu'on peut observer ici, c'est une augmentation quand même importante pour la région de la Mauricie, donc de plus 438 degrés jour, passant de 1670 à 2109 degrés jour. Ici, je vais apporter une information additionnelle par rapport au degré jour base 5. Donc, c'est en fait l'addition de toutes les températures de plus de 5 degrés Celsius sur toute l'année. Ici, on vous présente le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés Celsius. Donc, ce qu'on voit pour la Mauricie, c'est une augmentation de 13 jours où la température va être supérieure à 30 degrés Celsius, passant ici de 6 à 20 jours. Si on s'intéresse plutôt au nombre de jours avec une température de nuit qui est supérieure à 20 degrés Celsius, on voit qu'on passe dans le passé où ces nombres de jours-là s'élevaient à 1 à 6 jours dans le futur. Donc, c'est une variation de 5 jours additionnels. Pourquoi on veut regarder cet indicateur? En fait, c'est parce que lorsqu'il fait chaud le jour, mais que la nuit, la température diminue, mais c'est beaucoup plus supportable pour les animaux et pour les cultures. Mais au contraire, si il ferait chaud le jour et que la température de nuit en plus reste élevée, mais là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile au niveau de l'adaptation. C'est pour ça que c'est pertinent de regarder cet indicateur. Le prochain indicateur concerne maintenant le nombre de canicules annuelles. Le résultat, en fait, des derniers indicateurs qui ont été présentés peut se transposer, dans le fond, sur les épisodes de canicule, donc relativement à des événements extrêmes. C'est pourquoi on verrait une augmentation des canicules sur une base annuelle, donc passant de une période en moyenne à 6 périodes dans le futur. Aussi, on considère comme une canicule une période où la température est supérieure à 30 degrés pour au moins 3 jours consécutifs.
Alors, ce qu'on voit pour cette région, bien justement, là, c'est une augmentation des périodes de canicule, comme je le disais. Si on revient maintenant à nos variations saisonnières, bon, alors je crois qu'on l'a bien mis en évidence, les températures, elles vont augmenter. Et elles augmentent particulièrement en été. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis en évidence là, si on regarde le cercle vert qui a été apposé au graphique. Aussi, dans l'encadré à droite, on voit d'ailleurs que l'historique des températures moyennes en été, qui était pour la Mauricie de 17,6 degrés Celsius en moyenne, avec une variabilité attendue de 2,4 degrés Celsius, pour finalement atteindre des températures moyennes en été, dans le futur s'élevant à 20 degrés Celsius. Donc vraiment une augmentation, là, évidemment, des températures moyennes. Ça, inévitablement, ça se traduit en plus d'évapotranspiration pour les plantes. Toutefois, si on regarde au niveau des précipitations, bien on l'a vu, l'évolution est moindre lors de l'été. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'encadré présenté ici, où seulement 5 mm additionnels de plus en été est prévu pour la région de la Mauricie. D'ailleurs, ces 5 mm-là sont répartis sur les 3 mois de l'été. Alors, ça peut donc faire en sorte que les besoins en eau des plantes ne seront pas comblés, ou en d'autres termes, que les précipitations ne vont pas subvenir là, aux besoins des plantes. C'est d'ailleurs ce qu'on est capable de voir avec justement le bilan hydrique. À petit rappel, le bilan hydrique, ça correspond au total des précipitations mensuelles moins l'évapotranspiration des plantes qui ici, dans le fond, la référence est la prairie rase. Alors, si on revient à notre graphique, vous voyez ici en vert les données de l'horizon passé et en orange celles pour l'horizon futur. Donc, ce qu'on retire ici, c'est que le déficit hydrique s'aggrave d'un mois à l'autre au courant de l'été. On cumule ce déficit hydrique à la fin de l'été, ça nous donne moins 167 mm dans le scénario futur, comparé à un déficit hydrique qui était antérieurement moindre, donc s'élevant à moins 132 mm. Donc c'est réellement une aggravation du déficit hydrique dans le futur. Mais il faut amener ici une nuance parce que ce graphique, il ne tient pas compte des réserves en eau du sol. Mais en réalité, mis à part les précipitations, il y a quand même d'autres sources d'eau que la plante est en mesure d'aller chercher. Elle pourrait par exemple combler ses besoins justement avec les réserves en eau du sol. Sauf que à la fin de l'été, il peut quand même arriver que ces réserves soient fortement diminuées et que les plantes finalement souffrent réellement du manque d'eau. Une autre information qui est pertinente à partager, c'est l'évolution des périodes sans pluie. Donc, en plus de la diminution des précipitations en été, on va aussi avoir une modification de la répartition de ces précipitations. C'est ce qu'on voit justement avec les périodes sans pluie, donc les périodes de sécheresse. Pour votre indication, ce qu'on considère comme une période sans pluie, c'est une période où les précipitations cumulées vont être inférieures à la rosée, donc c'est moins que 3 mm. Si on regarde maintenant notre tableau, on voit que le nombre de périodes de plus de 5 jours où il ne pleut pas va augmenter d'une période, en fait, dans le futur. Mais ce qu'il faut ajouter à cette information-là, c'est que la durée de ces épisodes de sécheresse, elle aussi va augmenter, passant de 71 jours de 91 à 2020 à 81 jours dans le futur. Donc, pour un total de jours cumulés pour ces périodes supérieur de 9 jours pour l'horizon 2050 pour la région de la Mauricie. Alors, pour finir la boucle, on va s'attarder maintenant à l'automne. Donc, en gros, c'est la même question qui nous revient par rapport à la possibilité de prolonger l'allongement de la saison de croissance qu'on a vu plus tôt dans la présentation. Donc, en suivant la même logique, on regarde encore une fois, évidemment, les précipitations, mais pour celles de l'automne. Est-ce qu'on va être capable d'aller récolter? Alors, de façon générale, ça reste relativement constant au niveau des précipitations totales
à l'automne pour la région de la Mauricie. Mais j'attire quand même votre attention sur la variabilité. Donc, on observe effectivement que dans le passé, on a eu des automnes très secs et d'autres, au contraire, très pluvieux. Mais puisque cette variabilité risque de se maintenir, on devrait être capable de profiter de l'allongement de la saison de croissance. Justement, en revenant sur l'allongement de la saison de croissance, je voulais aussi revenir sur la date de l'occurrence du premier gel automnal. Donc, pour la région de la Mauricie, on voit qu'on se situait en moyenne autour du 4 octobre et que ça va évoluer pour être finalement en moyenne autour du 16 octobre. Donc, un retardement de 12 jours avant l'occurrence du premier gel automnal. Alors, de la même façon, la date de la fin de la saison de croissance est elle aussi retardée, passant donc du 4 novembre en moyenne au 13 novembre en moyenne dans le futur, donc un retardement cette fois-ci de 9 jours. Et voilà, donc on arrive déjà à la fin de la présentation. Alors, je vais encore une fois en profiter pour faire un petit résumé, mais seulement pour les indicateurs de la saison de croissance. Donc, on a vu qu'on va observer une augmentation de la température qui, elle, va permettre un allongement de la saison de croissance et un allongement de la saison sans gel, mais aussi une augmentation au niveau des unités thermiques maïs et des degrés jour. Mais il faut faire attention parce que cette augmentation de la température vient aussi avec une augmentation des températures extrêmes comme les périodes de canicule, donc des températures très élevées. Du côté des précipitations, on a vu qu'il n'allait pas avoir de hausse ni à l'été ni à l'automne, ce qui peut amener évidemment un stress hydrique, aussi en lien avec les périodes de sécheresse qui sont en augmentation, ou plutôt le nombre de jours sans pluie cumulés. Alors, je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié la présentation et que vous avez bien appris. Bonne journée!